À quelle partie de poker Donald Trump joue-t-il? C'est la question que l'on peut se poser ces derniers jours après l'offensive lancée contre l'Iran, à rebours des engagements de campagne non interventionnistes. L'occasion de faire le point sur une stratégie difficile à suivre. Opération de régime change, erreur stratégique, opportunité commerciale ou offensive contrainte par Benjamin Netanyahou? 4 jours après le début de furie épique et lion rugissant, difficile de cerner réellement les objectifs de Donald Trump. Après plusieurs sessions de négociations, dont la dernière salve s'est achevée à Genève quelques jours avant les premières frappes, le président américain montrait des signes en faveur de la mise en place d'un nouvel accord avec Téhéran. Un texte qui aurait encadré la question du nucléaire, comme l'accord de Vienne signé en 2014 et rompu par Trump en 2018, avait lui-même vocation à le faire. Mais Israël exigeait également que l'Iran renonce à sa seule capacité de défense, les missiles balistiques. Une volonté impossible à accepter pour la nation perse qui refusait logiquement de renoncer à sa seule arme défensive quand son ennemi de toujours, Israël, dispose de l'arme nucléaire sans avoir signé le traité de non-prolifération des armes atomiques. Dans ce cadre, en considérant qu'un accord était impossible, Trump aurait pu estimer que la seule alternative était justement de passer à l'offensive avec un seul but, le changement de régime. L'armée américaine a lancé des opérations de combat majeures en Iran. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes que représente le régime iranien, un groupe cruel composé d'individus très durs et terribles. Des considérations morales fréquemment utilisées pour justifier de renverser les gouvernements gênants du point de vue de l'Occident. Toujours est-il que, comme prévu, l'Iran a largement riposté sur les bases américaines situées dans les pays du Golfe. Un mode opératoire qu'elle avait annoncé avant même les premières frappes. Certains commentateurs estiment même que Donald Trump pourrait espérer que le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït, tous se plongent dans les affrontements pour que Washington prenne ensuite du recul en se contentant de vendre des armes pour alimenter le conflit et du gaz pour compenser les pertes des acheminements énergétiques liés à la fermeture du détroit d'Ormuz. Une stratégie qui collerait bien à celle appliquée par le président américain sur le conflit en Ukraine. Mais d'autres voient la situation autrement. En effet, certains considèrent que Washington s'est rangé derrière Tel Aviv sans que la défense des intérêts des Américains soit bien claire. C'est un peu ce qu'expliquait péniblement Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, malgré lui. La menace était absolument imminente. Nous savions que si l'Iran était attaqué, et nous pensions qu'il le serait, même par un tiers, nous serions immédiatement pris pour cible. Nous n'allions pas rester les bras croisés et encaisser un coup avant de réagir. Le département de la guerre a estimé que si nous attendions qu'ils nous frappent en premier après avoir été attaqués par un tiers, Israël les a attaqués et nous avons attendu qu'ils nous frappent en retour, nous subirions davantage de pertes humaines. Nous avons donc agi de manière proactive et défensive pour les empêcher de causer davantage de dégâts. Une défense proactive, un concept assez peu documenté dans l'art de la guerre et la Charte des Nations Unies, malgré sa propension à être bandit ces dernières années. Il serait donc inexact de dire qu'Israël a contraint Donald Trump à frapper l'Iran, mais plutôt exact de dire que Tel Aviv a engendré une situation où les États-Unis étaient dans une posture bien difficile. Reste à savoir si Washington n'est pas aujourd'hui dans une position délicate. À en croire Pete Hegseth, le ministre de la Défense américain, Trump ne s'interdit rien dans cet engagement contre l'Iran. Le président Trump s'assure que nos ennemis comprennent que nous irons aussi loin que nécessaire pour défendre les intérêts américains. Pour que les Américains voient leurs intérêts dans cette offensive, un effort important de la Maison-Blanche est déployé depuis quelques jours pour raviver la mémoire de la prise d'otage à l'ambassade des États-Unis en Iran en 1979, où 8 Américains ont perdu la vie. Une affaire datant de 45 ans qui peine quand même à convaincre, y compris dans le champ politique où les hypothèses quant aux motivations de Trump sont nettement plus violentes. Dans ce cadre, le représentant démocrate au Congrès américain, Ted Lieu, est monté au créneau pour défendre ses amis Clinton, mais aussi mener une violente charge contre le président en place. Pourquoi les républicains s'intéressent-ils autant à Bill et Hillary Clinton? C'est parce qu'ils cherchent à détourner l'attention du fait que Donald Trump apparaît des milliers et des milliers de fois dans les dossiers Epstein. Dans ces dossiers, il y a des allégations extrêmement troublantes selon lesquelles Donald Trump aurait violé des enfants et aurait menacé de tuer des enfants. J'encourage donc la presse à aller consulter ces dossiers. Des accusations particulièrement lourdes dont les preuves sont à l'heure actuelle
inexistantes. Si ces dernières existaient, elles feraient sans doute, dans tous les cas, partie des éléments expurgés des fichiers publiés par le département de la justice américain dans le cadre de l'affaire Epstein. Mais au-delà de ces accusations, force est de constater que nombre des échanges entre Jeffrey Epstein et plusieurs interlocuteurs puissants visaient à défendre les intérêts israéliens, lesquels ont toujours vu en l'Iran un ennemi à combattre jusqu'au bout. L'usage de la compromission pour faire pression sur les dirigeants compromis, technique décrite au fil de nombre de documents Epstein, aurait alors sa démonstration pratique. Une hypothèse qui expliquerait alors l'impression de revirement de l'administration Trump dans cette affaire, alors qu'un processus de négociation était ouvert. À suivre donc.